200 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à une électricité fiable. Dans un monde où la lumière artificielle est banale, ce chiffre nous rappelle les inégalités criantes et les défis colossaux auxquels fait face l'Afrique. Mais pendant ce temps, le continent dispose de certaines des ressources solaires, éoliennes et hydroélectriques les plus riches du monde. Alors, pourquoi ce paradoxe? Pourquoi l'Afrique, avec tout ce potentiel, reste-t-elle encore dans l'ombre? Ah yeah! Hello Samangai! C'est comment on dit quoi? La famille ça va, la maman ça va, le papa ça va, les frères, les sœurs, tata, tonton, tout le monde va bien? Bah si ça va pas, tu sais, il y a des jours quand... Bienvenue dans Talcamine! Talcamine. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aïcha, comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va super bien. Pas débordé, pas fatigué, on est là. Tout va bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout va bien. Il n'y a pas eu de coupure d'électricité. Donc c'est bien, tu vois. Donc c'est bien. Vraiment là, aujourd'hui, les gars, on vient discuter d'un sujet qui est un enjeu central pour l'avenir de l'Afrique. L'accès à l'électricité et le rôle des énergies renouvelables. Parce que on a vraiment ce déficit énergétique là. Ça freine économiquement le développement de l'Afrique. Vous vous rendez pas compte? Vraiment, je pense qu'il y a des créateurs de contenu qui peuvent vous le dire, des entrepreneurs qui peuvent vous le dire, que le fait qu'il y ait des coupures d'électricité tout le temps, que l'accès à l'électricité soit aussi compliqué, fait que vraiment ils perdent de l'argent. Ils perdent des journées de travail. Et c'est très compliqué en fait. Genre, une journée plus 2 journées, 1 heure plus 2 heures plus 3 heures, mis bout à bout comme ça fait vraiment une grosse perte en fait pour l'économie d'un pays, juste parce qu'on n'a pas accès en fait à, on a un gros déficit énergétique. Ça limite aussi l'accès à l'éducation. Donc, je pense que vous voyez déjà la corrélation des choses. Au service de santé aussi, ça aggrave encore plus les inégalités parce que du coup, il y a énormément de personnes qui sont pas vraiment concernées par ces coupures d'électricité là. Et sauf que là, on se rend compte en fait que les énergies renouvelables émergent et ça peut être vraiment une solution innovante et durable pour le continent. Donc, Aïcha et moi, on s'est dit, on va en discuter aujourd'hui parce que ça devient très 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 grave en fait. Je pense que on va déjà commencer par faire un petit état des lieux en fait de la situation. Genre pourquoi on a décidé de parler de ça. On parle de quelque chose qui, je pense, aujourd'hui, qui est comme moi, peut-être on considère ça comme basique. Et pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Quand on nous dit que près de la moitié de la population n'ont pas accès à l'électricité, moi, je m'attendais pas du tout. Ça m'a choqué et ça m'a surprise. Je pensais pas que c'était à ce point. Je ne sais pas si toi, tu t'es dit, ouais, tu savais ça, mais moi, à aucun moment, j'aurais pu deviner que c'est presque la moitié de la population totale de l'Afrique. Je m'attendais pas forcément à ça, tu vois. Mais petit à petit, je me suis dit quand même c'est un vrai sujet parce que je vois énormément d'acteurs économiques en fait dans différents pays, dans différentes zones, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Tout le monde se plaint. Et des pays où tu te dis, ou même des villes, tu vois, c'est vraiment la capitale, tu te dis non, il y a pas moyen que vraiment il y ait des coupures comme ça, c'est pas possible et tout. Et c'est là-bas même que tu constates ça, tu vois. On va prendre le cas du Nigeria simplement. Le pays le plus peuplé d'Afrique. Oui, d'Afrique en fait. Environ 55% des ménages ont accès à l'électricité. Que 55%. Et le truc c'est que le même chiffre en fait va tomber en fait en dessous des 30% dans les zones rurales. Mais c'est ça. Le truc qui est choquant dans cette histoire, en fait, tu te dis, mais attends, on est en ville. Et je pense que Aïcha, au début, elle vous a dit, on parle d'électricité fiable. C'est ça. Parce qu'il y a avoir de l'électricité et il y a avoir de l'électricité fiable. Et quand on dit fiable, ça veut dire sur lequel tu peux compter. Il y a des gens, même pour faire la moindre des choses qu'ils doivent faire, en fait, ils doivent calculer en fonction des délestages.
C'est ça. Le Mali s'est retrouvé dernièrement avec des 48 heures, des 72 heures. Peut-être que je vous dis ça en heures, vous comprenez pas, ou bien vous voulez pas comprendre. Mais 2 jours. 2 jours, t'as pas de courant, tu peux pas recharger ton téléphone, tu n'as pas d'électricité, tu ne peux rien faire. 2 jours. 3 jours. Les vieilles personnes, elles font comment? Tout le monde n'a pas les moyens d'aller se mettre à l'hôtel ou de trouver une solution. Donc vraiment, il y a un gros problème. Ce problème-là aussi est lié au fait que les infrastructures, j'ai un problème avec le mot infrastructure. Là, Je n'arrive pas à le prononcer. Mais oui, effectivement, vraiment, je suis très fière de moi. J'ai envie de le répéter encore une 3e fois. Les infrastructures sont vieillissantes. C'est ça aussi le sujet. C'est ça. Parce qu'il y a une perte technique, en fait, dans le réseau et la dépendance, du coup, aux combustibles fossiles contribue à cette situation. Tu vois? Donc, je pense que il y a un vrai sujet, Aïcha. Je sais pas comment, par exemple, tu vois, en 2021, l'Agence internationale de l'énergie a noté que l'Afrique perdait en moyenne 15% de son énergie électrique produite à cause des réseaux inefficaces. Ah oui. C'est-à-dire, Aïcha, attends, on va mettre une petite parenthèse, en fait. Je me suis rendu compte qu'en Afrique, nous, on n'a jamais un problème simple, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, Non, à chaque fois qu'on a un souci, on se rend compte que le souci, c'est pas seulement le souci qu'on a, en fait. C'est ça. Il y a un autre souci qui nous dépasse. Là, par exemple, on parle de l'électricité. On doit se dire, mais comment on va faire et tout, nanana. On t'explique que les infrastructures, parce que je voulais replacer ce mot-là, sont vieillissantes. Ouais. Ça veut dire que là même, en fait, tu fais comment? Donc déjà, en plus d'une demande de financement pour certaines choses, tu dois demander encore qu'on nous finance aussi pour mettre à neuf, en fait. J'ai l'impression que je sais pas parler français dans ce podcast-là, en fait. Mettre à neuf. Est-ce que ça se dit? En fait, Oui, les gars, mettre à neuf, ça sonne pas bien dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais anyway. Les gars, vraiment, arrêtez de parler franglais, en fait. Ça vous aide pas. Là, je suis en train de souffrir. Aïcha, par contre, là même, elle est déjà au sol parce que le français, c'est pas pour elle. Mais, pour moi, il y a une remise à niveau, en fait, tu vois, qui doit être faite au niveau des infrastructures. Cette crise énergétique aussi freine l'accès aux services essentiels, comme on a dit plus tôt. Accès essentiel comme les soins de santé. Les gars, il y a des hôpitaux en Afrique où tu peux pas mettre en marche une couveuse. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Imagine-toi 2 minutes que, en fait, tu dois accoucher. Ton enfant a besoin d'une couveuse. Il est né prématuré avec des besoins, en fait. Et là, comme par hasard, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'électricité. On peut rien faire pour toi, en fait. Enfin, il y a un petit moment, on a expérimenté ça et je te parle pas genre d'hôpital qui est petit ou quoi que ce soit, mais non, un hôpital qui est renommé au Sénégal, à Dakar et tout. Ils ont annulé l'opération de ma grand-mère 3 fois. Et la cause, c'était quoi? C'était l'électricité. Et j'en rigole maintenant. Mais sur le moment, j'ai pas rigolé. Mais tu peux pas rigoler. Mais déjà, j'étais reconnaissante qu'elle était pas sur la table opératoire et que l'électricité était coupée. Non, Aïcha, j'ai pas envie de rigoler. C'est arrivé. J'ai connu des gens qui étaient dans la pièce. C'est arrivé que des gens sortent avec des flash téléphones pour que les chirurgiens puissent recoudre quelqu'un. Donc, Les gars, pause. eux, là, ils avaient aucune information sur l'état du patient parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Mais vraiment, les gars, pause. Attendez, pause. Est-ce que vous réalisez que là, on n'est plus en train de dire que... Parce que très souvent, on aime dire, oui, on cherche l'argent. Les gars, t'as l'argent, t'as tout. Merci. T'as tout ce qu'il faut. D'accord? T'as tout ce qu'il faut. Mais là, tu tombes en pleine rue. Tu tombes quelque part, même si de base, t'étais censé aller dans tel hôpital et tout. Non, là, tout le monde doit te sauver et tout. C'est tel hôpital qui est près de là. Délestage. C'est ça. Délestage. Comment on sait tes constantes? Comment on sait ton niveau? Comment on connaît tes données cardiaques, en fait? Comment on sait les choses? Comment on sait? On va te recoudre à la torche. Non, mais attendez, les gars. En fait, on rigole maintenant. On est en 2025.
C'est ça. Et le On est en problème, 2025. c'est une dingue parce que le problème, c'est même pas, t'as pas un chirurgien qualifié et tout. Tu peux avoir les meilleurs, et ça, c'est le cas. Genre, cet hôpital est renommé pour une bonne cause. Ils ont les professeurs, enfin, les mieux qualifiés du Sénégal et tout. Et le problème, enfin, c'est même pas de leur faute, tu vois. On te dit, oui, le groupe, il y a un problème, et les générateurs, il devait y avoir des gens qui devaient passer pour régler et tout, mais c'est toujours pas réglé. Tu dis, mais en fait, tu hallucines, tu t'y crois pas, t'es dans la Mais colère et ensuite tu rigoles. C'est pour ça que je rigole parce que c'est c'est impossible à croire. Genre, je sais pas, tu racontes ça dans un autre pays, on te dit non, tu rigoles, c'est pas possible. C'est une histoire que t'as inventée, c'est pas possible. Mais si, ça se passe. Et je pense que moi, c'est le plus effrayant en fait, les conséquences que ça a sur les hôpitaux, même si ça s'arrête pas qu'à ça. Et par exemple, dans les écoles le soir, si t'as pas l'électricité, si tout ce que t'as, c'est des bougies et tout, on est d'accord que ça peut limiter tes performances académiques parce que moi qui ai le temps de réviser jusqu'à peut-être 23 heures minuit parce que j'ai de quoi m'éclairer, bah, peut-être on peut pas comparer les deux performances qu'avec une personne qui n'a pas accès et qu'à 18 heures, 19 heures, la personne est obligée de tout fermer parce que voilà, t'as pas de, t'as pas d'électricité, quoi. Je ne sais pas. Moi, en fait, ça me Aïcha, dépasse. des gens te diront que il y a une époque où on a aujourd'hui des éminents chercheurs, professeurs d'université, des docteurs en différentes spécialités, qui ont travaillé à la bougie, à la lampe, et qui aujourd'hui ont réussi d'être où ils sont. Mhm. J'aimerais répondre en fait au Amidou là, qui pense comme ça, clairement. Parce que Amidou, franchement, je pensais que j'allais pas le placer. Amidou, c'est mon gars, si tu sais. Mais faut vraiment que je puisse le dire en fait. Il y a un sujet qu'il faut comprendre. Là, c'est comme si tu me disais que, tu me dis, Aïcha, toi, tu te déplaces en fait à cheval, tu vois. Et moi, je te dis, je me déplace avec un âne. Ça va encore. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Mhm. Toi, tu prends 2 chevaux. Moi, j'ai toujours mon âne. Ça va encore. Mhm. Comme Fally pour parler dans sa musique, Rolls-Royce sur moto. Mhm. On arrive à un stade où les gens utilisent même l'intelligence artificielle pour travailler, pour étudier. Mhm. Toi, tu travailles, on n'est plus au stade où tu dois partir dans une bibliothèque, sortir, genre, par exemple, tu cherches quelque chose et tout, tu veux aller prendre, tu vas avoir une information, pardon, tu sors de chez toi, tu prends un transport en commun, tu prends le moyen de partir à la bibliothèque. Tu arrives là-bas, tu t'assieds, tu cherches dans les livres l'information. Non. Là, aujourd'hui, on a dépassé Google. On est arrivé maintenant dans chat GPT, en fait. C'est-à-dire, tu viens, tu tapes le mot, le sujet, il te synthétise toutes les informations que tu veux savoir sur ce sujet-là. Mais tout ça, c'est possible grâce à quoi? À l'électricité, au Mhm. réseau qui fonctionne. Donc, même si tu travailles dans un domaine particulier, tu étudies dans un domaine particulier et tout, tu ne peux pas rivaliser avec le monde. Là, on Mhm. parle vraiment, on traite ce sujet-là parce que il s'agit d'un sujet de globalisation et de mondialisation de l'Afrique. C'est vraiment l'Afrique face au monde, en fait. On veut s'en sortir. On veut aller plus loin. On veut pouvoir s'asseoir à la table, en fait, d'autres personnes, on veut s'asseoir vraiment à la table de discussion, aux tables de discussion internationales. Mais comment tu veux t'asseoir avec des personnes qui, elles, au lieu de se déplacer à cheval, sont en Lamborghini, limite même en fusée? C'est ça. À quel moment, en fait, à quel moment? T'as des personnes ici, en Occident, qui commencent à travailler à 8. Ils finissent des fois, il est 4 heures du matin, il est 2 heures du matin. Les ordinateurs tournent, en fait, toute la journée. Il n'y a pas de coupure d'électricité. Il n'y a rien du tout. Mhm. Alors que toi, dans ton pays, où tu peux maximum travailler de manière concentrée, être vraiment dans le flow, pendant maximum 2h30. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui va te sortir de ton truc, en fait. Par Mhm. exemple, ta mère qui va te dire, non, va récupérer l'eau là-bas. Genre, Va tu dois couper du toujours, bois pour faire le feu. merci, tu dois anticiper les choses, ou bien tu dois travailler tu dois juste aller à l'essentiel dans tes révisions, parce que tu n'auras pas forcément le temps d'aller ailleurs.
Parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas l'argent de s'acheter un groupe électrogène. Et le groupe électrogène, il ne marche pas à l'urine. J'aimerais préciser à Midou. Le groupe électrogène ne marche pas à l'urine, il marche avec du pétrole. Et le pétrole, ça coûte très cher. Non, mais vraiment. Donc, je veux dire que là, on est face à une situation où il faut vraiment prendre en compte tous ces sujets-là, en fait, tu vois. Parce que là, vraiment, on en discute aujourd'hui parce qu'on aimerait aussi que la prise de conscience qu'on a eue, Aïcha et moi, en travaillant sur ce sujet-là, que vous l'ayez aussi, que vous voyez que on parle pas simplement de « Ah, ils ont coupé le courant, j'ai mal dormi ce soir, j'ai pas de clim, j'ai pas de ventilateur ». Non, ça va au-delà de ça, en fait. Il y a des personnes qui perdent leur commerce, qui perdent leur fonds de commerce à cause de ce problème-là, en fait. De toute façon, on va en revenir par la suite, mais c'est vraiment un vrai sujet. Et du coup... Et c'est énervant, tu sais pourquoi nous, ça nous énerve? C'est parce que l'Afrique, c'est le continent du soleil. On a tellement de potentiel par rapport, enfin, pour les énergies renouvelables que c'est énervant. Parce que c'est même pas comme si on voit pas le potentiel, tu vois. C'est que le potentiel, il est là, il déborde. On a 320 jours d'ensoleillement par an. Ça, tu peux comparer à n'importe quel continent. Personne peut beat ça. Donc, on a un potentiel exceptionnel pour avoir tout ce qu'il faut pour pallier au déficit énergétique. Oui, tiens, on a parlé dans l'épisode précédent du Maroc qui a investi massivement dans cette ressource avec la centrale Nour Ouarzazate. Et c'est vrai que c'est vraiment un milestone pour l'Afrique entière, mais c'est pas assez. Non. C'est tout le monde n'a pas les moyens d'investir autant de milliards dans un projet comme ça et de le faire marcher et d'arriver à avoir une capacité électrique comme ils l'ont au Maroc. Donc non, je pense que on a des peut-être on doit investir sur des petits entre guillemets petits petites infrastructures qui pourraient aider, comme on a vu par exemple, je crois, il y en a au Kenya avec M-Kopa. Donc c'est des petits systèmes solaires domestiques qui aident à fournir l'électricité à des foyers pour remplacer les lampes à pétrole, parce que ça aussi on en a pas parlé, les lampes à pétrole là, qui sont tellement dangereux, pas que côté santé, mais on peut plus compter le nombre de feux que ça a déclaré, mais voilà. Est-ce que tu vois aussi, Tché, d'autres solutions que l'Afrique pourrait exploiter? T'as parlé du solaire avec M-Kopa là, mais t'as aussi l'éolien, tu vois. Il y a un potentiel éolien qui est sous-exploité. C'est vrai qu'il y a des projets. Toujours, il y a un projet de parc éolien, en fait. Par exemple, au Sénégal, il y a un projet de parc éolien de Taïba Ndiaye qui génère 158 mégawatts et montre que l'éolien peut jouer un rôle clé. Mais comme tu as dit, je pense, dans l'épisode précédent, pourquoi on n'utilise pas ça, en fait? Est-ce qu'il y a, peut-être que les gens ont fait des études de marché, ils ont vu que c'est pas vraiment possible, on sait pas vraiment, on aimerait que si jamais il y a quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là ou qui en sait un peu plus, on pourrait faire un épisode, une partie 2 pour vraiment mieux en discuter, en fait, à propos de ça. Sinon, on a aussi l'hydroélectricité, hein. Tout simplement, bien que controversé parce que mine de rien, il y a des raisons sur parce que, en gros, pour faire simple, l'hydroélectrique, en fait, c'est controversé parce qu'il y a un impact environnemental, tu vois. Mais ça représente quand même une source d'énergie fiable, tu vois. Par exemple, au Ghana et en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est utilisé très souvent. Donc voilà. Mais comme on a parlé précédemment de réchauffement climatique, d'avoir des gestes un peu plus responsables, est-ce que c'est vraiment une solution? Je sais pas trop, tu vois. Et après, il y a la biomasse aussi, hein. Il y a la biomasse, les résidus agricoles, les déchets organiques. Ça peut être une alternative locale, durable, pour produire de l'énergie, tu vois. Oui, donc, au Rwanda, ils font ça. tu Il y vois, a des ouais. projets où ils transforment les déchets agricoles en énergie.
Et c'est pas mal, mais oui, effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a pas mal d'initiatives et projets innovants en Afrique. Maintenant, il faut aussi voir ce qui s'aligne avec tout ce qu'on a dit avant, le changement climatique, comment on peut faire que ça soit de manière durable et on pense pas juste à répondre à nos besoins d'aujourd'hui. Et tout à l'heure, on parlait des mini-réseaux électriques. Et ça, je pense que c'est particulièrement bien pour les zones rurales où on a vu que parfois, il y a la couverture électrique est à moins de 20%. Et ça, c'est basé sur des énergies renouvelables comme le solaire, par exemple. Au Nigeria, il y a une entreprise, Heaven Hills Energy. Ils ont fait ça. Ils ont installé des mini-réseaux qui desservent Ok. les communautés rurales. Donc, ça a réduit les dépendances aux générateurs qui, on le rappelle, sont polluants et comme j'ai l'ai dit tout à l'heure, c'est cher. Oui. Mais aussi, ça aide, comment dire, à enlever cette centralisation sur les main réseaux électriques. Parce qu'on a vu qu'elles sont défaillantes, elles sont trop vieilles, c'est à remplacer. Donc là, le fait d'avoir mis des mini-réseaux, si ton réseau à toi, tu saute, ça n'impacte pas le mien. Donc, Ok. je trouve que ça, c'est très bien et on voit que ça commence à se développer dans l'Afrique, le Rwanda, la Tanzanie, il y a plein d'autres pays qui commencent à développer des initiatives similaires et c'est soutenu par la Banque africaine. Donc, je pense qu'il y a quand même des aides financières qui rentrent en compte et je Mhm. pense que voilà, c'est bien et ça favorise l'entrepreneuriat encore une fois. Si demain tu as envie de rentrer dans ce système de mini-réseau électrique, rien ne t'empêche d'ouvrir ton entreprise et de proposer toi aussi tes services. Ça te coûterait aussi moins cher parce que tu utilises l'énergie solaire. Donc, je pense que c'est une belle initiative et j'espère que les gens, ils vont vraiment profiter de cette opportunité. Est-ce que tu as rencontré d'autres initiatives ou projets innovants en Afrique sur ce plan entier? Quand tu as dit initiative, et projet innovant, Oui. les gars, vous savez qu'Aïcha est sénégalaise. Qu'elle nous explique Econ Lighting Africa. On en est où? Parce que non, Ah non. non. Vraiment, hein, les gars, Non, la fin la fin du podcast va dépendre de ce que Aïcha va nous répondre. Parce que, non, Aïcha, prends tout ton temps, respire. Prends tout ton temps. Vraiment, respire, inspire. Prends tout ton temps. On est là, on t'attend. Parce que en termes de projet et d'initiative, parce que ce qui, moi, vraiment, j'ai envie d'avoir des réponses, tu vois. Parce que, Non, le truc, ce qui est drôle, c'est que tu dis, j'ai envie d'avoir, on a envie d'avoir des réponses. non. Aussi. Non. Il y a un truc qu'il faut comme, je suis sénégalaise, mais je suis pas éconne, hein. Faut faire la différence. Non, effectivement, tu n'es pas éconne. Mais au moins, peut-être comme tu es sur place, tu as de la famille sur place, ils peuvent te dire, peut-être que nous, on n'a pas d'informations. C'est vrai. Je sais que mine de rien, quand tu t'arrêtes au Sénégal, si tu cries un peu fort, on peut t'entendre en Côte d'Ivoire. Mais, je me dis, bon, il y a moyen qu'on n'ait pas eu l'information, comme on dit chez nous, on n'ait pas eu le béret. Donc, on aimerait savoir, parce que le bas, c'était quoi? Dans 25 pays africains, ils devaient électrifier 1000 villages. Voilà, c'était ça l'un des grands projets. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que quand il est venu avec son projet novateur comme ça a permis aux gens de s'interroger, de se questionner sur cette problématique-là, en fait. Tu vois, ils se sont dit, mais pourquoi il veut faire ça comme ça, mais pourquoi et tout. Et il a mis en avant, en fait, les problèmes qu'on a de réchauffement climatique et tout. Il a mis en avant ça et je trouve que ça a été cool, en fait, qu'il en parle, qu'il propose des solutions, entre guillemets, mais je pense que vraiment, on est allé un peu dans un truc de Disney, en fait. Vraiment, on est allé dans un truc trop féerique. J'ai pas compris. Parce que là, apparemment, les informations que j'ai, on est sur 2 briques, en fait. On est sur 2 briques qui ont été placées jusqu'à présent. Voilà. Donc, si les gens ont des informations, s'il vous plaît, on aimerait avoir, même Aïcha aimerait avoir. Je sais pas. Non, Je sais pas. en fait, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont trop partis dans l'engouement médiatique qu'il y a eu. Et aussi, je pense que ce qu'il a atteint peut-être, c'est le syndrome du sauveur, tu vois.
allez, vas-y, j'ai passé toute ma vie aux États-Unis. Maintenant, j'ai eu révélation, je rentre et voilà, je veux apporter l'électricité à 600 millions d'Africains. Tout se déroule comme prévu. Le projet débutera dans 6 mois. C'était en 2015, les gars, ce que je vous dis là. Oui, c'était en 2015 le projet, le début. Vous avez dit que le projet débutera dans 6 mois. Surtout, enfin, le truc concernait pas que le Sénégal, tu vois. Il y a eu d'autres pays où il est parti, il a fait pas mal de promesses, surtout, genre, par exemple, au Rwanda. Et il a parlé de son affection pour le pays, ses progrès considérables et que ça serait trop bien rien. Au Sénégal, les terrains qu'ils avaient achetés pour commencer, je sais pas si tu as vu Econ City et tout, Yes. 2 briques. Il y a des briques, voilà, ils ont commencé, ils ont construit des trucs, fait le mur ci, fait le mur par là, c'est dispatché un peu partout, mais il y a rien. Donc, mais lui, il disait que ça progresse. Donc, c'est ça que je ne comprends pas, tu vois. Est-ce que il faut qu'on fasse plus de recherches sur ça et faire un petit épisode bonus par rapport à ça? Mais apparemment, voilà, il a quand même distribué des kits solaires à plus de 700 000 personnes. Il a installé des lampadaires solaires. Mais je, j'ai rien vu, quoi. Moi, J'ai- j'aurais vraiment apprécié qu'il fasse la Econ Lighting Africa Academy, Hmm. où il part dans les écoles, il fait un programme il part dans les écoles, en fait, il sensibilise, en fait, les étudiants, les élèves et tout. Il part aussi sensibiliser dans des familles, dans les villages et tout, expliquer les choses aux gens, tu vois, dans un premier temps, et petit à petit, leur expliquer le fonctionnement, c'est-à-dire, parce que tu peux pas venir déjà avec toute cette ambition-là, sur je trouve qu'il n'y a pas de préparation. Tu vois, comme C'est tu as ça, dit, le syndrome du sauveur, c'est tu ça. viens avec des idées. Boum, c'est comme tu as vu là tout à l'heure. On a dit quoi? On a dit, ah, l'éolien, ça peut aider, tu vois. Mais on ne sait pas pourquoi ce n'est pas vraiment le cas. Mhm. Pourquoi ce n'est pas vraiment déployé. Peut-être que, vraiment, en toute humilité, tu vois. Parce que le syndrome du sauveur, c'est vrai que tu arrives à chaque fois avec beaucoup de, ah, eux, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. C'est ça. Mais je me dis, il y a des gens qui sont, voilà, des gens qui sont allés à l'école avant nous deux, qui sont informés de la situation avant nous deux, et qui, peut-être, ont travaillé dessus, c'est leur domaine d'activité. S'ils n'ont pas mis ça en place, pourquoi? Est-ce parce que les politiques ou bien le gouvernement n'a pas voulu financer, les aider, les appuyer? Est-ce parce que ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible? Il y a forcément des réponses, tu vois. Mais je trouve qu'il est venu déjà en se disant, boum, boum, boum. Au Sénégal, il y a du soleil. Ok, d'accord. Donc, je viens avec un truc vraiment super innovant et tout, mais non, tu vois. Et là, Comme l'Africain dit, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Est-ce que nous aussi, on n'a pas été naïfs? mais attends, on te dit Econ vient des États-Unis. Non, Aïcha, arrête ça. Econ vient des États-Unis. Imagine Amidou, en fait. Econ. Nobody know. Il arrive des États-Unis. D'accord? Il vient dans son pays. Mais Aïcha, tu n'as pas vu les vidéos? Mais si, bon, mais c'est T'as pour pas vu la ça qu'on a projection du été projet? naïfs. Moi, Non, Aïcha, moi, non, j'étais c'est dedans. pas le côté naïf. En fait, tu sais, pour moi, c'est pas la naïveté. Parce que il t'a clairement montré dans les vidéos, il t'a clairement montré que c'est faisable. Il t'a montré, en fait, que voilà le projet et tout, comment ça pouvait être fait et tout ça. Moi, la seule chose que moi, je trouve que où il y a un manque de respect, c'est le silence. Parce que j'aurais apprécié qu'il fasse une tribune, qu'il fasse une sortie en nous disant, écoutez, même une lettre ouverte au peuple sénégalais, tu vois, en leur expliquant que, écoutez, j'ai voulu faire ça, voilà les problèmes auxquels je me suis confrontée, voilà pourquoi ça n'a pas pu. Parce qu'il y a eu des levées de fonds, Oui, parce que au début, des il avait dit qu'il money. avait besoin de 6 milliards et il a Where is the finalement réussi à avoir les money? 4 milliards. Donc, c'est ça que je comprends pas. Et surtout, en fait, quand je dis que peut-être on a What été is be naïfs, this? quand je dis Charlie, que- where is the money? quand je dis qu'on a peut-être été un peu naïf, c'est genre, ok, c'est cool, tu nous as dit combien t'avais besoin, tout ça, de ça. Mais moi, personnellement, tu vois, genre, j'ai pas vraiment lu le project plan, genre, est-ce que même il l'a présenté? Est-ce que faisabilité, taux de faisabilité, pas taux de faisabilité, rien du tout. Moi, vraiment, genre, ce truc de briques et tout, s'il y avait pas des gens qui étaient partis faire un reportage sur ça, j'aurais pas pu te dire où en est le projet parce que si la radio, j'entends plus rien. Donc, les 4 milliards, là, qu'il a déjà eu, c'est où? La ville, le site, le Econ City, là, c'est où?
Les philanthropes, je sais pas quoi, là, qui soutenaient le projet, ils sont où? Les villages, là, à donner de l'électricité, c'est où? Encore une fois, tout ça pour dire que il faut pas qu'on se fasse avoir. Les gens qui veulent aider sont les bienvenus, mais aussi, soyons réalistes et mettons vraiment des choses en place qui vont vraiment aider les communautés au lieu de leur promettre plein de choses qui, à la fin, non seulement il y a rien, mais en plus on ne donne pas de nouvelles. Genre, on sait pas ce qui se passe. On sait pas s'il y a eu un problème. Peut-être que s'il avait médiatisé comme il a médiatisé son idée, il y aurait eu des personnes, des Africains, des Sénégalais, peu importe, partout dans le monde qui peuvent dire, ah, moi, je peux aider. Ah, moi, je peux aider. Ce problème, je peux régler. Ah non, moi, je connais telle personne, je peux ramener telle personne. Mais Mhm. silence radio, pleine de promesses pour après ne rien dire. C'est grave. Je suis désolée, c'est grave. Je suis sénégalaise, hein, mais s'il vous plaît, les gars, m'associez pas à ça. J'étais contente, mais là, je suis pas du tout Non, d'accord avec comment Aïcha, ils ont handle the thing. Aïcha, vraiment, l'Afrique de l'Ouest m'a chargé de poser la question parce que parce que des fois, on veut s'affairer de vos histoires, mais vous parlez en Wolof. Donc, on s'est dit peut-être qu'en Wolof, vous expliquez la situation. On sait pas. Ça, c'est de la provocation. Hein. Ça, Non, c'est vraiment de des la fois, on veut s'affairer chez vous. C'est comme au Congo, même au Bénin, on veut s'affairer, ils parlent en fond. Donc, comme on ne sait pas parler, on s'est dit, bon, je me suis dit, ah, comme j'ai Aïcha, qui parle en Wolof littéraire même, en fait, je me suis dit, bon, je vais lui demander, peut-être qu'il s'explique, vous êtes expliquante, vous, là-bas, nous, on n'est pas au courant. Tu vois? Voilà. Non, c'est grave. Et non, c'est vraiment cette situation, je sais pas, j'espère Mais, qu'ils vont communiquer dessus. mais Aïcha, Mm. là, tu en parles de Akon. C'est vraiment, comme tu as dit, un Sénégalais qui a décidé de revenir, tu vois, d'essayer de donner un peu à son continent, à son pays. Mais en vrai, ça va de sa propre initiative, tu vois, c'est pas vraiment une responsabilité qu'il a. Mais Mhm. est-ce que, genre, pour toi, est-ce que tu as vu des initiatives, en fait, ou des projets innovants qui ont été faits par les gouvernements ou des partenaires internationaux, tu vois, ou des institutions locales, tu Mhm. vois, qui, eux, normalement, ont la responsabilité aussi sur les gouvernements de pouvoir trouver des solutions. Oui, oui, il y en a eu. Enfin, moi, celui que je vois et qui marche pas mal, c'est le parc éolien de Turkana au Kenya. Ok. Donc, déjà, c'est le plus grand en Afrique. Et bah, ça a été supporté par le gouvernement, des institutions internationales aussi. Et ça a aidé à générer pas mal d'emplois locaux. Et ça a stimulé les activités économiques de la région parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements vraiment dans les infrastructures. Ensuite, ça a attiré d'autres projets parce qu'il fallait construire des routes. Ils ont voulu construire après des réseaux de communication. Donc, c'était vraiment idée positive sur idée positive. Donc, je pense que quand c'est un groupe d'institutions différentes qui se mettent ensemble, privé comme public, il peut y avoir des succès dans ces initiatives et dans ces projets. En Afrique de l'Ouest, il y a la CEDEAO. Voilà. Il y a la CEDEAO qui a un projet qu'ils ont mis en place qui permet en fait l'adoption d'énergies renouvelables. Il y a des partenariats avec les institutions comme la Banque africaine de développement, la BAD, le Fonds vert pour le climat, qui offre des financements assez cruciaux en fait pour les projets régionaux. Mais là, tu as parlé du Kenya. Au Kenya aussi, il y a Witu, c'est comme Mhm. ça qu'on prononce, qui permet en fait qui produit des solutions énergétiques locales pour les communautés isolées. Parce que très souvent, tu vois, là, on parle d'énergie renouvelable. Je sais que les gens pensent des fois au capital et tout ça, tu vois. Mhm. Mais je trouve que des fois, c'est dans les zones rurales, en fait, tu vois, dans les villages et tout ça, qu'on a besoin véritablement de ces technologies-là, en fait, tu vois, pour rééquilibrer un peu les choses. Parce que eux aussi, tu vois, moi, je trouve qu'ils ont l'espace. Ils Mhm. ont pour pouvoir placer en fait de grands panneaux solaires, tu vois, pour alimenter tout un village et tout ça. Parce que je me dis, enfin, peut-être que ce que je dis n'a pas de logique pour quelqu'un qui est expert dans le domaine, mais je dis ce que je pense par rapport à ça. Par exemple, on va supposer que tu dois produire en fait pour une ville, tu vois, où il y a 30 millions d'habitants et tous les villages en fait, donc pour une capitale et tous les villages, toutes les villes de l'intérieur en fait du pays qui représentent, on va dire, 15 millions d'habitants, tu vois. Si jamais tu peux arriver à prendre la moitié
des villages et à les électrifier grâce à l'énergie solaire ou à d'autres énergies renouvelables, est-ce que ça te fait pas plus d'électricité en fait pour les grandes villes en fait ou les zones industrielles? Tu vois, après bon, ça peut être mathématiquement parlant, ça paraît un peu logique, tu vois, mais est-ce que ça marche comme ça vraiment? Je ne sais pas, mais je me dis que on peut dans un premier temps, on va pas être un pays vert à 100%, tu vois, en énergie renouvelable et tout, mais on peut diluer, tu vois, on peut équilibrer énergie renouvelable et électricité. Peut-être que ça peut marcher et je pense que les zones rurales en fait c'est vraiment c'est vraiment un bel espace en fait pour expérimenter ce genre de projet, tu vois. C'est vrai. Et vraiment parce que à chaque fois on pense pas forcément à ces zones-là, on pense directement à la capitale Lagos, Abidjan, Dakar, Bamako, c'est toujours la capitale, la capitale, la capitale. Mais pour commencer quelque chose, il faut pouvoir le faire voilà comme on dit Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays. Au Nigeria, il y a aussi Lumos Global qui fournit des solutions solaires accessibles grâce à un modèle de paiement mobile, tu vois. Donc je trouve que c'est pas mal en fait, tu vois. Là on parle vraiment des initiatives, des projets qui sont mis en place et tout. Il y en a pas des masses effectivement, mais on peut déjà voir en fait que ça peut potentiellement ou ça a déjà en fait un impact positif en fait sur l'économie et la société. Tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà grâce à ces énergies renouvelables là, on peut avoir un développement économique, tu vois. Parce que avoir l'accès à l'électricité fiable. Parce que vous voyez, quand on parle on parle d'accès à l'électricité fiable. Parce que on peut avoir accès à l'électricité. Mais quand c'est pas fiable, c'est compliqué. Sauf que si toi, par exemple, tu as des panneaux solaires sur le toit de ta maison, et en même temps aussi tu as de l'électricité, on va dire classique et tout, mais c'est fiable. Parce que peu importe le problème, tu sais que tu auras du courant. Tu sais que tu auras de l'électricité chez toi, en fait. Donc, pour moi, avoir accès à l'électricité fiable, en fait, ça stimule les activités économiques, en particulier pour les PME. On sait qu'en Afrique, on est né entrepreneur. Vraiment, on est né entrepreneur, on sait vraiment que c'est compliqué pour trouver du travail, c'est compliqué pour, des fois même, surtout pour les femmes. Enfin, de toute façon, on en parlera dans un épisode cette saison. Mais c'est vraiment compliqué, en fait, de pouvoir avoir un travail dans le monde du salariat, comme on dit. Donc, très souvent, c'est des PME, donc des petites et moyennes entreprises que les gens mettent en place. Et le manque d'électricité fiable a un gros impact, en fait, sur ces entreprises-là. Donc, avoir recours à l'énergie renouvelable peut forcément avoir un bon retour, en fait, sur les PME. J'ai pris le cas tout à l'heure, en fait, de quelqu'un on va dire, qui a une poissonnerie, par exemple. Vous croyez vraiment que si tu t'achètes, par exemple, 500 000 francs de poisson lundi et que t'as pas de courant lundi après-midi et le courant revient le mercredi matin, mais tu t'en sors comment, en fait? Tu perds ta marchandise ou tu seras obligé de la liquider. Mais c'est compliqué. Donc, je veux dire que ou bien par exemple, tu es coiffeuse. Moi, j'ai vu la dernière fois, j'étais à Abidjan et je voulais juste faire mes ongles, tu vois. Mais tu sais que la ponceuse et tout pour les ongles, faut la brancher, des trucs comme ça. Faire ma manicure. La fille m'a dit, elle m'a dit, ça fait 2 jours, j'ai pas de courant. Donc, les clients viennent. En plus, on est en décembre. Donc, vraiment, c'est la période vraiment où tu dois vraiment te renflouer les caisses et tout. Mais tu ne peux pas. Parce qu'il n'y a pas de courant. Et quand tu es une PME, en fait, tu peux pas forcément investir dans des groupes électrogènes, dans des trucs qui coûtent vraiment cher, en fait, parce que, bon, tu es au minima des fois. Donc, pour moi, c'est déjà assez bien. Et pour moi aussi, je pense que les énergies renouvelables aussi peuvent créer de l'emploi, tu vois. L'installation, la maintenance, la gestion des systèmes solaires ou éoliens. Et pour moi, ouais, ça peut avoir des impacts positifs, en fait, au niveau économique et puis sociétal aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis totalement d'accord et heureusement d'ailleurs que les positifs l'emportent sur le négatif, mais on ne peut pas non plus faire les aveugles face aux défis et les obstacles qu'on rencontre quand on veut mettre ces systèmes renouvelables en place. Et je pense que le plus flagrant, c'est les infrastructures insuffisantes et surtout leurs coûts élevés pour mettre en place ces énergies renouvelables.
Par exemple, dans de nombreux pays africains, on n'a pas de réseau électrique suffisamment développé, comme on l'a dit au début. Thier nous a dit qu'en Afrique, on perdait en moyenne 15% de notre production d'énergie. Au Nigeria seul, ces pertes sont à environ 40% de l'énergie produite. Donc, c'est énorme. Le coût initial des projets d'énergie renouvelable, bien que ça diminue de plus en plus, ça reste élevé pour de nombreux gouvernements et donc on a tellement de problèmes que finalement ça devient une non-priorité et on préfère mettre notre budget autre part. Et donc le développement de ces parcs solaires dont on vous a parlé ou éoliens, ça nécessite un financement conséquent. Et juste celui du Maroc, là, ça coûtait 9 milliards de dollars. What? Oui, 9 milliards. 9 milliards, ça marche très bien, mais ça a demandé 9 milliards. Donc, Les gars. J'entends quand tu dis en Sénégal ou en Côte d'Ivoire, t'as 9 milliards, et on te dit, bah, on va faire autre chose. Mais, c'est pas que les Marocains qui ont investi, c'était largement soutenu par des financements internationaux. Et je pense que voilà, quand on est axé, c'est ça la solution. Mais il faut pas non plus oublier, ça coûte très cher. 9 milliards, c'est beaucoup. C'est un budget. Mais déjà, quand on a un manque de financement en Afrique, comme nous le disait Thier avec les changements climatiques, donc comment on peut soutenir tous nos projets d'énergie renouvelable? Peut-être que oui, la solution peut-être ça serait d'avoir des petits projets, comme on a vu avec les mini compteurs électriques là. En fait, mais moi, à chaque fois, hein, pour que vous allez remarquer en fait que pour moi, la source de tout part de la mentalité et du mindset des gens. Donc vraiment aussi, pour moi, le défi de l'obstacle, c'est aussi la mentalité, tu vois. Pas côté, oui, la mentalité africaine, vraiment, ils comprennent rien, non. Côté vraiment mentalité de, attends, là, je suis en train de construire ma maison, dois mettre un toit un toit classique et tout. Ça va me coûter, par exemple, je dis un chiffre comme ça, ça va me coûter 1,5 million. Et si je dois mettre des panneaux solaires, ça va me coûter 15 millions ou 5 millions. Le calcul, il est vite fait. Coupez-moi le courant, s'il vous plaît. Mais coupez-moi le courant. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, tu vois, de penser au long terme, de se dire, mais il y a moyen de le faire et tout, de trouver aussi des personnes compétentes pour le faire. Donc, vraiment, on parle de ça aujourd'hui parce que c'est un exemple qui peut être pris, des solutions qui peuvent être prises pour nous aider dans cette situation de manque à l'électricité fiable. Mais entre l'argent, les mentalités et les stabilités politiques dans nos pays, des fois, on sait que c'est peut-être compliqué, mais il y a quand même des pistes en fait à exploiter. On est obligé de dire, c'est la corruption, le manque de transparence, le nombre de projets qu'il y a eu et que les gens ont mangé l'argent. Et ça aussi, tu vois, je pense que c'est un frein à ces projets. J'ai tellement de choses à dire, ce que vient de dire Aïcha. Mais je vais m'abstenir, en fait. Mais un jour, en fait, je vais faire comme Youssoupha. Youssoupha, il a sorti plein d'albums. Et c'est son avant-dernier album qu'il a appelé, son dernier album, je sais plus, qu'il a appelé Négritude. Pourtant, il a toujours voulu appeler son album Négritude. Ça veut dire qu'il a attendu d'abord d'être un peu à l'aise avant de dire certaines choses. Donc, je vais être un peu à l'aise d'abord, que mes enfants soient à l'aise avant de parler de certaines choses, véritablement. Encore une fois, les énergies renouvelables, en fait, ça représente vraiment une opportunité historique pour l'Afrique. Ça va nous permettre de dépasser nos défis, en fait, énergétiques et de bâtir un avenir durable. Parce que, encore une fois, les gens, les populations des pays occidentaux, en fait, sont déjà en marge par rapport à ça. Et je trouve que, pour une fois, si on peut ne pas être en marge, tu vois, et pouvoir en fait emboîter le pas à ce changement-là, ça peut être vraiment incroyable pour nous. Et on sait que vraiment ce chemin-là ne sera pas sans obstacle, c'est pas possible. Mais le progrès réalisé jusqu'à présent montre que l'énergie renouvelable n'est pas simplement une alternative, tu vois. C'est une solution pour transformer l'économie, améliorer les vies
comme on a dit, par rapport à l'éducation et tout ça, et lutter contre le changement climatique. On a déjà abordé ce sujet-là la semaine surpassée, je pense, en tout cas l'épisode précédent. Mais je pense que il faut qu'on rappelle que cette transition ne peut réussir sans une collaboration entre les gouvernements, les investisseurs, mais aussi les communautés locales. Genre comprendre les gens, ce qui marche sur le long terme ou pas, parce que quand on a vu que quand on essaye de faire des choses et que la population locale n'est pas à ce niveau, bah ça ne va pas marcher sur le long terme. Donc, je pense... Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais vraiment rebondir sur ce que Aïcha a dit, quand elle a dit vraiment questionner la population locale. J'ai une petite histoire à vous raconter qui illustre tellement bien cette histoire. En gros, il y a des Occidentaux qui sont venus dans un village en Afrique et ils ont vu en fait que les enfants devaient se lever super tôt, vraiment à des 4h, des 5h du matin ou des fois 3h30 pour aller, ils marchaient des kilomètres pour aller récupérer de l'eau, aller-retour pour ramener de l'eau en fait au village. Donc, eux, en se disant, mais moi, pour prendre de l'eau le matin, enfin, je me lève, je fais quelques pas à peine, j'ai de l'eau potable là, ils ont décidé d'installer des forages vraiment à proximité du village, en voulant aider la population sans les consulter. Donc, ils ont installé les forages, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et tout ça. Et ensuite, ils reviennent des semaines après, ils voient que tout a été, tous les forages sont fermés, vraiment c'est gâté, ça a été bouché, enfin ils n'ont rien compris. Donc ils demandent en fait au chef du village, mais on comprend pas, on a voulu vous aider, ça n'a même pas pris le temps que ça devait prendre, qu'est-ce qui se passe et tout. C'est là que le chef du village explique que, est-ce que vous êtes déjà rentré dans une case? Ils leur disent oui, ils répondent oui en entrant dans la case et tout. La case elle est comment? Est-ce que la case est cloisonnée comme vos maisons en Occident? Non. Le père et la mère et les enfants dorment ensemble sur une grande natte. Mais à quel moment on fait les enfants? C'est lorsque les enfants partent puiser l'eau. Je pensais à un truc, mais rien Non. à voir. Mais c'est trop vrai. C'est lorsque les enfants partent puiser de l'eau que nous, on arrive en fait à avoir des moments chaleureux avec nos femmes. Donc, tout a été fait dans ce but-là, en fait. Donc, quand vous faites ça, vous voulez qu'on s'en sorte comment, en fait, tu vois? Et ça explique, mais ça explique vraiment pourquoi, quand tu veux faire un projet, il faut vraiment poser les questions, faire une étude de marché, vraiment te renseigner vraiment auprès de ta cible, en fait. C'est très, très important. Et on va terminer l'épisode sur cette note-là. Vraiment, pensez-y. Si jamais cet épisode-là vous a donné des idées pour peut-être trouver des solutions, pensez-y à vraiment questionner en fait votre cible. On vous fait plein de bisous et on se retrouve en 15. Bisous. L'énergie durable est le fil conducteur qui relie la croissance économique, l'équité sociale et un environnement sain. Kofi Annan. Fidu fofu du fi talkamin lawai. T'es d'accord ou pas? On a omis des choses? Viens, on en discute en DM sur notre Instagram @talkamin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation épicée. Talkamin.